Dans le grand salon du manoir de Rosmer, sous la lumière tremblante des candélabres, Helena de Kerlan se tient immobile près de la fenêtre, le visage pâle, les mains serrées contre sa robe de soie sombre. À quelques pas d'elle, le duc Gaspard de Rosmer vient de prononcer des mots qui la transpercent. « Je ne ressens rien pour elle ». Les invités continuent de rire et de boire, inconscients de la fissure qui vient de s'ouvrir dans le cœur d'une femme qui croyait avoir appris à ne plus attendre. Mais ce soir tout va basculer. Un rire, un regard, une vérité enfouie qui refuse de rester silencieuse, car parfois c'est dans la douleur que l'amour cesse enfin de mentir. Le manoir de Rosmer se dresse face à la mer, sur une falaise battue par les vents de Bretagne. C'est une demeure de pierre grise, austère et noble, entourée de jardins soignés où les hortensias résistent aux embruns. Depuis 3 générations, la famille de Rosmer règne sur ces terres côtières avec une réputation d'intégrité qui traverse toute la région. Les pêcheurs du port connaissent le nom du duc. Les marchands de toile le respectent. Les notables de la ville voisine sollicitent son avis lors des assemblées locales. Gaspard de Rosmer, 41 ans, est un homme de devoir. Il ne rit jamais en public. Il ne danse qu'aux bals officiels. Il ne boit que du vin de sa propre cave et toujours avec modération. On dit de lui qu'il est juste, mais froid, honnête mais distant. Un homme de pierre, disent certains. Un homme de parole, disent les autres. Helena de Kerlan vit sous son toit depuis 2 ans. Elle est arrivée un matin de printemps, accompagnée d'une seule malle et d'une lettre de recommandation signée par un cousin éloigné du duc. Sa famille, autrefois respectée, avait sombré dans la ruine. Après la mort de son père, les dettes s'étaient accumulées. Les créanciers avaient saisi le domaine familial. Helena, à 34 ans, s'était retrouvée seule, sans fortune, sans protection. Le duc l'avait accueillie par charité, mais aussi par principe. On ne laisse pas une femme de bonne naissance errer sans refuge. Elle occupe une chambre au 2e étage, celle qui donne sur le jardin. Elle prend ses repas avec le duc, mais il parle peu. Elle l'aide parfois à trier les archives du domaine, à rédiger des courriers administratifs, à recevoir les fournisseurs. Elle est discrète, efficace, invisible. Elle ne demande rien. Elle ne se plaint jamais. Leur coexistence est polie, presque silencieuse. Le matin, ils se croisent dans la salle à manger. Le duc lit son journal. Helena boit son thé en regardant par la fenêtre. Parfois, il lui demande si elle a bien dormi. Elle répond toujours oui, même quand c'est faux. Parfois, elle lui demande s'il a besoin d'aide pour ses comptes. Il répond toujours non, même quand c'est vrai. Ils évitent de se regarder trop longtemps. Ils évitent de se frôler dans les couloirs. Ils évitent tout ce qui pourrait ressembler à une intimité. Pourtant, il y a quelque chose entre eux, quelque chose de lourd, de non-dit, de dangereux, quelque chose qu'aucun des deux ne veut nommer. Le passé du duc explique en partie cette froideur. Il y a 15 ans, son frère aîné avait provoqué un scandale en épousant une actrice parisienne contre l'avis de la famille. Le mariage avait été un désastre. La femme avait dilapidé une partie de la fortune familiale avant de fuir avec un officier de cavalerie. Le frère humilié s'était retiré dans un monastère. Gaspard, alors jeune homme de 26 ans, avait dû reprendre le domaine en pleine crise. Il avait juré publiquement, devant le notaire et les créanciers, de ne jamais se laisser gouverner par les sentiments. Il avait reconstruit Rosmer pierre par pierre, contrat par contrat, alliance par alliance. Il avait refusé tous les mariages d'amour. Il avait écarté toutes les femmes qui auraient pu le faire fléchir. Il s'était construit une armure de raison, de discipline, de contrôle absolu. Mais aujourd'hui, cette armure commence à peser. Le domaine nécessite une alliance stratégique pour maintenir son influence politique et commerciale sur les ports bretons. Les navires marchands qui accostent à Rosmer rapportent moins qu'avant. Les taxes augmentent. Les concurrents parisiens investissent dans de nouvelles routes maritimes. Le duc sait qu'il doit agir. Il a reçu une proposition d'une famille parisienne influente, une alliance matrimoniale avec leur fille unique, Hortense de Beaumont, 28 ans, dotée d'une fortune considérable. Le mariage permettrait de moderniser le port, d'acheter de nouveaux navires, de sécuriser l'avenir de Rosmer pour les décennies à venir. Gaspard a accepté en principe. Il doit annoncer sa décision lors du grand bal d'automne dans quelques jours. Il n'a pas encore parlé à Helena. Il ne sait pas comment lui dire. Il ne sait même pas pourquoi cela lui semble si difficile. Le soir après le dîner, il reste souvent seul dans son bureau. Il regarde les registres de comptes sans vraiment les lire. Il pense à Helena. Il pense à la façon dont elle tient sa tasse de thé les 2 mains autour de la porcelaine, comme si elle avait toujours froid. Il pense à la façon dont elle sourit poliment quand il lui parle, sans jamais laisser transparaître ce qu'elle ressent vraiment.
Il pense à la façon dont elle marche dans les couloirs toujours silencieuses, toujours droite, comme si elle portait un fardeau invisible. Il se demande si elle est heureuse ici. Il se demande si elle pense parfois à lui. Puis il chasse ses pensées. Il se rappelle son serment. Il se rappelle que les sentiments sont dangereux. Il se rappelle que Rosmer doit survivre et que le prix de cette survie est parfois le renoncement. Le bal d'automne approche. Les invitations ont été envoyées. Les cuisiniers préparent les plats. Les domestiques nettoient les salons. Elena aide à organiser les fleurs, à disposer les chaises, à vérifier les listes d'invités. Elle travaille en silence, efficace, comme toujours. Le duc la regarde parfois de loin, sans qu'elle s'en aperçoive. Il remarque la façon dont elle penche la tête quand elle réfléchit. Il remarque la façon dont elle fronce légèrement les sourcils quand elle est concentrée. Il remarque tout, et cela le terrifie. Parce qu'il sait que s'il se laisse aller, s'il baisse sa garde ne serait-ce qu'un instant, tout ce qu'il a construit s'effondrera. Alors il se tait. Il garde ses distances. Il attend que le bal arrive, que l'annonce soit faite, que tout soit enfin décidé. Il espère que cela mettra fin à cette tension insupportable. Il se trompe. Le soir du bal, le manoir de Rosmer brille de mille feux. Les candélabres projettent des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Les domestiques circulent avec des plateaux chargés de verres de vin chaud et de petits fours délicats. Les invités arrivent par groupes emmitouflés dans leurs manteaux de laine épaisse, secouant la pluie fine de novembre avant d'entrer dans la chaleur du grand salon. La noblesse locale est présente. Le comte de Kervadec, vieux compagnon d'armes du duc, accompagné de sa femme et de ses 3 filles. Le baron de Trémazan, propriétaire de terres voisines, venu avec son fils aîné. Madame de Locmaria, veuve fortunée qui collectionne les commérages avec autant de soin que les porcelaines de Chine. Les conversations se mêlent au son discret d'un quatuor à cordes installé près de la cheminée. L'air sent la cire d'abeille, le vin épicé, le parfum de rose et de lavande. Elena se tient en retrait, près de la grande fenêtre qui donne sur la mer. Elle porte une robe de velours sombre, presque noire, sans bijoux. Elle a attaché ses cheveux en un chignon simple. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle sait qu'elle n'est pas vraiment invitée, pas vraiment hôtesse. Elle est quelque chose entre les deux, une présence tolérée, une ombre polie. Quelques dames lui adressent un sourire de courtoisie. Quelques hommes la saluent d'un signe de tête. Mais personne ne l'invite à danser. Personne ne lui demande comment elle va, elle est habituée. Elle regarde la mer par la fenêtre, les vagues grises qui se brisent contre les rochers en contrebas. Elle pense à son père, à sa mère, à la maison de son enfance. Elle pense à tout ce qu'elle a perdu. Elle pense à tout ce qu'elle ne retrouvera jamais. Le duc se tient au centre du salon, entouré de ses invités les plus influents. Il porte un habit noir impeccable, une cravate de soie blanche, des boutons de manchette en argent. Il parle peu, mais écoute beaucoup. Il hoche la tête aux remarques du comte. Il sourit poliment aux plaisanteries du baron. Il accepte les félicitations de Madame de Locmaria, qui a déjà entendu parler de son projet d'alliance. Puis, à un moment donné, le comte de Kervadec lève son verre et demande le silence. Les conversations est interrompent. Le quatuor cesse de jouer. Tous les regards se tournent vers le duc. « Mon cher Gaspard, dit le comte d'une voix forte et chaleureuse, nous avons entendu dire que vous alliez bientôt nous annoncer une heureuse nouvelle. Une alliance avec une grande famille parisienne, n'est-ce pas? Le duc acquiesce lentement. C'est exact. J'ai accepté la proposition de la famille de Beaumont. Le mariage aura lieu au printemps prochain. Des applaudissements polis éclatent dans le salon, des sourires approbateurs, des hochements de tête satisfaits. L'alliance est stratégique, tout le monde le comprend. C'est un mariage de raison, un mariage nécessaire. Personne ne s'attend à autre chose de la part du duc de Rosmer. Mais le comte un peu éméché ne s'arrête pas là. Il pose une main amicale sur l'épaule du duc et demande, avec un sourire espiègle, « Mais dites-moi, mon ami, pourquoi n'avez-vous jamais considéré mademoiselle de Kerlan qui vit sous votre toit depuis 2 ans? Elle est de bonne naissance, intelligente, discrète. N'est-ce pas là une alliance tout aussi respectable? » Un silence gêné s'installe. Quelques invités échangent des regards. Le duc se raidit légèrement. Il sait que le comte ne cherche pas à le blesser. C'est une question naïve posée sans malice, mais elle exige une réponse. Et cette réponse, il la donne d'une voix claire, presque glaciale, sans hésitation. Je ne ressens rien pour elle. Les mots tombent comme des pierres dans l'eau. Nets, définitif, sans appel. Le comte rit, un peu embarrassé, et lève son verre. Bien sûr, je comprends. Vous êtes un homme de raison. Gaspard, toujours. Les conversations reprennent. Le quatuor recommence à jouer. Personne ne remarque qu'Helena, debout près de la fenêtre, a entendu chaque mot.
Son visage ne trahit rien, pas un tressaillement, pas une larme, rien. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure, quelque chose de profond, de fragile, de précieux. Elle avait cru qu'elle n'attendait rien. Elle avait cru qu'elle avait appris à vivre sans espoir. Elle se trompait, parce qu'entendre ces mots prononcés avec une telle froideur devant tous ces gens lui fait comprendre qu'elle espérait encore, qu'elle espérait qu'il la voie, qu'il la considère, qu'il ressente quelque chose même infime, même caché. Elle pose son verre vide sur le rebord de la fenêtre. Elle se glisse discrètement hors du salon principal. Personne ne la suit. Personne ne la cherche. Elle traverse le couloir sombre, monte l'escalier de service, pousse la porte de la bibliothèque qui donne sur la mer. C'est une petite pièce remplie de livres anciens, de fauteuils usés, de tapis élimés. L'air y est frais, presque froid. Elle referme la porte derrière elle et s'appuie contre le bois, les yeux fermés. Là enfin, elle se permet de respirer. Elle se permet de sentir la douleur monter, lente et brûlante. Elle ne pleure pas. Elle a oublié comment pleurer. Mais elle reste là immobile, les mains serrées contre sa poitrine, et elle laisse le silence l'envelopper. Dehors, la mer gronde. Dedans, tout est vide. 1 heure plus tard, Elena redescend dans le grand salon. Elle a repris contenance. Elle a lissé sa robe, ajusté son chignon, effacé toute trace de faiblesse. Elle se tient à nouveau près de la fenêtre, un verre d'eau à la main, le regard tourné vers la mer. Elle ne veut pas rester, mais elle ne peut pas partir. Ce serait trop visible, trop révélateur. Alors elle reste invisible, silencieuse, attendant que la soirée se termine. C'est à ce moment-là qu'Amaury de Lanvaux s'approche d'elle. Il est jeune, 29 ans peut-être, officier, en garnison près du port. Il porte l'uniforme bleu marine des troupes côtières, les boutons dorés brillants à la lumière des bougies. Il a un visage ouvert, des yeux clairs, un sourire facile. Il ne fait pas partie de la haute noblesse, mais sa famille est respectable. Il a été invité par le baron de Trémazan, dont il est le neveu. Mademoiselle de Kerlan, dit-il en s'inclinant légèrement, permettez-moi de me présenter. Amaury de Lanvaux. Je crois que nous ne nous sommes jamais parlé, bien que je vous ai aperçu plusieurs fois au marché du port. Elena le regarde surprise. Personne ne lui parle jamais lors des réceptions. Elle hoche la tête, poliment. Monsieur de Lanvaux, m'accorderiez-vous cette danse, demande-t-il simplement, sans fausse galanterie, sans calcul. Elena hésite. Elle n'a pas dansé depuis des années. Elle ne sait pas si elle en a encore la force, mais quelque chose dans le regard d'Amaury la touche, une sincérité, une absence de jugement. Alors elle accepte. Volontiers, il lui tend la main. Elle la prend. Ils traversent le salon et rejoignent les autres couples qui dansent au centre de la pièce. Le quatuor joue une valse lente, mélancolique. Amaury guide Elena avec douceur, sans précipitation. Il ne parle pas tout de suite. Il la laisse s'habituer au mouvement, au contact de sa main sur sa taille, au rythme de la musique. Puis doucement, il commence à parler. « Vous savez, dit-il avec un sourire, je ne suis pas très bon danseur. Mon instructeur militaire disait que j'avais 2 pieds gauches. » Elena sourit malgré elle. « Vous vous débrouillez très bien, c'est parce que vous êtes indulgente. » Il fait tourner Elena légèrement, et elle se laisse aller. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent légère, libre. Elle oublie le regard des autres. Elle oublie les mots du duc. Elle oublie tout, sauf le moment présent. Amaury continue de parler, racontant des anecdotes sur la vie au port, sur les marins qu'il croise, sur les tempêtes qu'il a vues. Il parle de Paris, où il a vécu quelques années avant de revenir en Bretagne. Il parle de musique, de livres, de voyages. Il ne lui demande rien. Il ne la juge pas. Il est simplement là, chaleureux, sincère, sans arrière-pensée. Et Elena peu à peu se détend. Elle répond à ses questions. Elle rit à ses plaisanteries. Elle rit vraiment d'un rire léger, authentique, libéré. De l'autre côté de la salle, Gaspard de Rosmer la voit. Il s'immobilise. Le verre qu'il tenait tremble légèrement dans sa main. Il était en train de parler avec le baron de Trémazan, mais il ne l'écoute plus. Il ne voit plus qu'Elena. Elena qui danse, Elena qui sourit. Elena qui rit dans les bras d'un autre homme. Ce rire, cette joie simple qu'il croyait ne jamais voir en elle, révèle une vérité qu'il avait enfouie au plus profond de lui-même. Il ressent tout pour elle. Tout, depuis le premier jour où elle est arrivée au manoir pâle et silencieuse, avec sa seule malle et son regard fier malgré la ruine. Depuis le premier matin où elle a bu son thé en regardant la mer, sans rien demander. Depuis le premier soir où il l'a entendu rire doucement en lisant un livre dans le jardin, il y a près d'1 an, alors qu'elle croyait être seule. Il l'aime, il l'a toujours aimée, mais il a menti, à elle, à lui-même, à tous. Il a cru pouvoir la protéger en restant distant.
Il a cru pouvoir l'aimer en silence, sans jamais se l'avouer. Il a cru que son serment, sa discipline, son contrôle absolu suffiraient à étouffer ce sentiment. Mais ce soir, en la voyant rire dans les bras d'un autre, il comprend qu'il s'est trompé, qu'il a tout gâché, qu'il est peut-être trop tard. Le bal continue autour de lui. Les gens rient, boivent, dansent. Mais lui, il est incapable de bouger, incapable de détourner les yeux. Amaury fait tournoyer Elena, et chaque seconde est une brûlure silencieuse. Chaque sourire qu'elle offre à cet homme est un coup de poignard. Le duc serre less dance. Il pose son verre sur une table. Il quitte le salon sans un mot, sans une explication. Personne ne remarque son départ. Personne sauf Elena. Elle le voit sortir, le dos raide, les épaules tendues. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle ne sait pas ce qui vient de se briser en lui. Mais elle sent que quelque chose a changé. Quelque chose d'irréversible. Les jours qui suivent le bal sont étranges. Le manoir de Rosmer semble enveloppé d'une tension nouvelle, presque palpable. Elena reprend ses habitudes, elle trie les archives, répond aux courriers, aide à gérer les comptes du domaine. Mais elle sent que quelque chose a changé. Le duc la regarde différemment. Il ne l'évite plus dans les couloirs. Au contraire, il semble la chercher. Il lui demande son avis sur des décisions qu'il prenait autrefois seul. Il l'invite à marcher sur la falaise après le déjeuner, alors qu'il ne lui avait jamais proposé de sortir avec lui auparavant. Il lui offre un livre, un recueil de poèmes de Lamartine, qu'elle avait mentionné en passant des mois plus tôt. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas quoi penser, elle reste polie, distante, blessée. Un matin, alors qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble, le duc pose sa tasse de café et dit sans la regarder « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours ». Elena lève les yeux de son thé. « À quel sujet, monsieur le duc ?» À l'avenir du domaine. À mes choix. Il hésite puis ajoute à vous. Elena se raidit. Je ne comprends pas. Je sais. Il se tait un instant, cherchant ses mots. Puis il reprend, maladroitement. Vous êtes ici depuis 2 ans. Vous avez été d'une aide précieuse. Plus que précieuse. Indispensable. Je voulais vous remercier. Ce n'est pas nécessaire, répond Elena d'une voix neutre. Je fais ce que je peux pour me rendre utile. Ce n'est pas qu'une question d'utilité. Il la regarde enfin et elle voit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité, une incertitude. Je voulais vous dire que votre présence ici compte. Pour moi, Elena ne sait pas quoi répondre. Elle ne sait pas si elle doit croire ses mots. Elle se souvient encore de ce qu'il a dit au bal. Je ne ressens rien pour elle. Ces mots résonnent encore dans sa tête, froids et tranchants. Alors elle se contente de hocher la tête poliment et de finir son thé en silence. Le duc n'insiste pas. Mais elle sent son regard sur elle lourd, chargé de regrets. Pendant ce temps, Amaury de Lanvaux continue de lui rendre visite. Il vient au manoir sous divers prétextes, apporter des nouvelles du port, transmettre un message du baron de Trémazan, demander des conseils sur un problème administratif. Mais en réalité, il vient pour voir Elena. Il lui parle de Paris, de musique, de liberté. Il lui raconte ses rêves de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Il ne lui demande rien. Il ne la juge pas. Avec lui, elle peut être légère. Elle peut oublier, ne serait-ce qu'un instant, le poids de sa situation. Un après-midi, alors qu'il se promène dans le jardin du manoir, Amaury lui dit « Vous savez, mademoiselle, vous méritez d'être heureuse, vraiment heureuse, pas juste en sécurité. » Elena sourit tristement. « Le bonheur est un luxe que je ne peux plus me permettre, monsieur de Lanvaux. Pourquoi pas ?» demande-t-il sincèrement. « Parce que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Parce que vouloir plus, c'est risquer de tout perdre à nouveau. » Amaury la regarde avec une tendresse infinie, peut-être. Mais c'est aussi risquer de gagner quelque chose de précieux. Elena ne répond pas. Elle regarde les hortensias qui commencent à faner sous le vent froid de novembre. Elle pense à ses mots. Elle pense à tout ce qu'elle a perdu. Elle pense à tout ce qu'elle pourrait encore perdre. Et elle ne sait plus quoi espérer. Depuis la fenêtre de son bureau, Gaspard observe cette scène. Il voit Amaury et Elena marcher côte à côte dans le jardin. Il voit la façon dont Amaury la regarde, avec une admiration sincère, sans calcul. Il voit la façon dont Elena sourit, détendue, libre. Et la jalousie le ronge. Une jalousie sourde, douloureuse, qui lui tord les entrailles. I'll Sarah less points. Il voudrait sortir, les rejoindre, dire quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Il a passé des années à construire des murs autour de son cœur. Il ne sait plus comment les abattre. Le soir même, son intendant, un homme âgé et fidèle nommé Bertrand, vient le voir dans son bureau. « Monsieur le duc, j'ai reçu une lettre des créanciers du port. Ils attendent une réponse concernant l'alliance avec la famille de Beaumont.
Ils veulent savoir si le mariage aura bien lieu au printemps. Gaspard ne répond pas tout de suite. Il regarde par la fenêtre, vers la mer sombre. Puis il dit d'une voix lasse, « Dites-leur que je leur répondrai bientôt. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ils n'attendront pas indéfiniment. L'alliance est nécessaire. Vous le savez. » « Je sais, répond Gaspard sèchement. « Laissez-moi, Bertrand. L'intendant est incline et sort. » Gaspard reste seul dans son bureau, le regard perdu dans l'obscurité. Il pense à Helena, il pense à Amaury, il pense à tout ce qu'il a sacrifié pour maintenir Rosmer debout. Et il se demande si, cette fois, le prix à payer ne sera pas trop élevé. Un après-midi pluvieux de décembre, Helena cherche un document dans le bureau du duc en son absence. Il lui a demandé de retrouver un contrat commercial signé il y a plusieurs années, et elle fouille méthodiquement les tiroirs et les armoires. C'est alors qu'elle tombe sur une chemise de cuir marquée de son nom. Helena de Kerlan. Elle hésite, elle sait qu'elle ne devrait pas l'ouvrir. Mais la curiosité et peut-être aussi une intuition la poussent à le faire. À l'intérieur, elle trouve un acte notarié daté de 6 mois plus tôt. Elle le déplie lentement, les mains tremblantes. Le texte est rédigé dans un langage juridique précis, mais le sens est clair. Le duc y a consigné une clause surprenante. En cas de mariage avec une autre femme, Helena recevra une rente viagère suffisante pour vivre dignement et librement où elle le souhaitera, sans dépendre de quiconque. La somme est généreuse, bien plus que ce qu'elle aurait pu espérer. L'acte précise également que son nom sera protégé, qu'aucune rumeur ne pourra la salir, qu'elle aura le droit de choisir sa propre vie. Helena relit le document plusieurs fois. Incrédule, 6 mois. Il a signé cet acte il y a 6 mois, bien avant le bal. Bien avant qu'il annonce son projet d'alliance. Il pensait déjà à elle, il pensait à son avenir. Il voulait la protéger, même s'il ne pouvait pas l'épouser, même s'il croyait ne rien ressentir pour elle. Elle s'assoit lentement dans le fauteuil du bureau, le document serré entre ses mains. Elle comprend soudain. Sa froideur n'était pas du mépris. C'était une tentative maladroite de la protéger tout en se protégeant lui-même. Il l'aimait déjà, mais il avait cru pouvoir l'aimer en silence, à distance, sans jamais se l'avouer. Il avait cru que signer cet acte, assurer son avenir, serait suffisant, qu'il pourrait se marier avec une autre, sauver Rosmer, et la laisser partir en paix. Mais il s'était trompé, parce que l'amour ne se négocie pas, il ne se contrôle pas, il ne s'enferme pas dans un document notarié. Helena referme le dossier, le cœur battant. Elle le remet à sa place, exactement comme elle l'a trouvé. Puis elle sort du bureau, traverse le couloir, monte l'escalier vers sa chambre. Elle s'assoit sur son lit, les mains jointes, et elle réfléchit. Tout change. Elle avait cru qu'il ne ressentait rien. Elle avait cru qu'elle n'était qu'une charge, une obligation morale. Mais ce document prouve le contraire. Il pensait à elle, il se souciait d'elle, il l'aimait, même s'il ne savait pas comment le dire. Le soir même, elle croise le duc dans le couloir. Il revient de sa promenade quotidienne sur la falaise, les cheveux humides de pluie, le manteau trempé. Il s'arrête en la voyant. Il se regarde en silence. Pour la première fois, elle ne détourne pas les yeux. Elle le regarde vraiment profondément, comme si elle le voyait pour la première fois. Et lui, il voit dans ses yeux quelque chose de nouveau. Une compréhension, une question, un début de pardon. « Bonsoir, mademoiselle, dit-il doucement. « Bonsoir, monsieur le duc, répond elle, et sa voix est différente, plus douce, plus ouverte. Il reste là immobile dans le couloir sombre et quelque chose passe entre eux. Quelque chose de silencieux, de fragile, de précieux. Puis Helena incline légèrement la tête et monte l'escalier vers sa chambre. Gaspard la regarde partir, le cœur battant. Il ne sait pas ce qui vient de se passer. Mais il sent que quelque chose a changé, que peut-être il n'est pas trop tard. 2 jours plus tard, une crise éclate au port. Un navire marchand, chargé de toiles et de céréales, a coulé lors d'une tempête au large des côtes. La cargaison était essentielle pour honorer plusieurs contrats commerciaux. Les créanciers, déjà nerveux, exigent un remboursement immédiat. Faute de quoi, ils menacent de saisir des parts du domaine de Rosmer. L'alliance avec la famille de Beaumont devient inévitable. Seule la dot promise peut couvrir la dette. Gaspard est acculé. Il convoque son intendant, son notaire, son banquier. Il passe des heures enfermé dans le bureau, à calculer, à négocier, à chercher des solutions. Mais la conclusion est toujours la même, sans l'argent de Paris. Rosmer est en danger. Helena entend parler de la crise par les domestiques. Elle voit le duc sortir de son bureau, les traits tirés, le regard sombre. Elle voit les lettres qui arrivent chaque jour, les réponses urgentes qu'il doit envoyer.
Elle comprend que la situation est grave, et elle décide d'agir. Un matin, elle se rend discrètement en ville chez un joaillier qu'elle connaît de nom. Elle porte avec elle un petit écrin de velours bleu. À l'intérieur se trouve le dernier bijou qu'elle possède encore, un collier de perles hérité de sa mère. C'est le seul lien tangible avec son passé, avec sa famille, avec tout ce qu'elle a perdu. Elle l'a gardé précieusement pendant toutes ces années, refusant de le vendre même dans les moments les plus difficiles. Mais aujourd'hui, elle sait ce qu'elle doit faire. Le joaillier examine le collier avec attention. Il reconnaît la qualité des perles, leur éclat, leur rareté. Il propose une somme honnête. Elena accepte sans négocier. Elle prend l'argent, le glisse dans une enveloppe et retourne au manoir. Là, elle se rend directement chez l'intendant. « Monsieur Bertrand, dit-elle calmement, je souhaite régler une partie de la dette portuaire. Voici la somme. » L'intendant la regarde, stupéfait. « Mademoiselle, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas votre responsabilité. Je sais, mais je le fais quand même. Prenez cet argent et réglez ce qui doit l'être. Ne dites rien au duc pour l'instant. » Bertrand hésite puis accepte. Il sait qu'Elena est une femme de parole. Il sait aussi que cet argent peut faire la différence, même si ce n'est pas suffisant pour tout régler. Quelques jours plus tard, Gaspard apprend la vérité par son intendant. Bertrand, incapable de garder le secret plus longtemps, lui raconte tout. Le collier, la vente, le paiement discret. Gaspard reste sans voix. Il fixe l'intendant, incrédule. « Elle a vendu son collier », demande-t-il d'une voix blanche. « Oui, monsieur le duc. Le dernier bijou qu'elle possédait. Elle a tout donné. » Gaspard se lève brusquement, renverse sa chaise. Il sort du bureau, traverse le couloir, monte l'escalier en courant. Il frappe à la porte de la chambre d'Elena. Elle ouvre surprise. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demande-t-il, la voix tremblante. Elena le regarde calmement. « Parce que c'était nécessaire. Ce n'était pas votre responsabilité. Je sais, mais je l'ai fait quand même. Pourquoi ?» Elle hésite puis dit simplement « Parce que Rosmer est important pour vous. Et parce que vous êtes important pour moi. » Gaspard la regarde, les yeux brillants. Il voudrait dire quelque chose, mais les mots ne viennent pas. Alors il se contente de hocher la tête, lentement, et de redescendre. Mais cette nuit-là, il ne dort pas. Il reste assis dans son bureau, les mains jointes, le regard perdu dans l'obscurité. Il pense à Elena. Il pense à ce qu'elle a sacrifié. Il pense à tout ce qu'il lui doit. Et il comprend qu'il ne peut plus se cacher, qu'il ne peut plus mentir, qu'il doit enfin dire la vérité. La nuit suivante, Gaspard laisse un mot sur la porte de la chambre d'Elena. « Rejoignez-moi à la chapelle du phare. » Elena trouve le mot au petit matin. Elle le lit plusieurs fois, le cœur battant. Elle hésite. Elle ne sait pas ce qu'il veut lui dire. Elle ne sait pas si elle est prête à l'entendre. Mais elle sait qu'elle doit y aller, parce que c'est peut-être la dernière chance, pour lui, pour elle, pour eux. Elle attend la tombée de la nuit, puis elle s'enveloppe dans une cape de laine épaisse et traverse le sentier côtier sous le vent violent de novembre. La mer gronde en contrebas, les vagues se brisent contre les rochers avec une violence presque hypnotique. Le phare se dresse au bout du sentier, blanc et majestueux, sa lumière tournant lentement dans l'obscurité. À côté du phare se trouve une petite chapelle de pierre, abandonnée depuis des années. C'est là qu'il l'attend. Elena pousse la porte de bois. L'intérieur est simple, presque austère. Un autel de pierre, quelques bancs usés, des murs nus. Une seule bougie tremblante éclaire la pièce. Gaspard se tient debout près de l'autel, le dos tourné. Il porte un manteau sombre, les cheveux en désordre. Il a les traits tirés, mais son regard est clair. Il se retourne en l'entendant entrer. Il se regarde en silence. Puis il parle enfin. « Merci d'être venu. Vous m'avez demandé de venir, je sais. Mais vous auriez pu refuser. » Elena s'approche lentement. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ici ?» Gaspard prend une profonde inspiration. « Parce que je dois vous dire la vérité. Et je ne pouvais pas le faire au manoir. Pas devant les domestiques, pas devant les murs qui nous ont vus mentir pendant si longtemps. Je devais vous dire la vérité ici, dans un lieu où rien ne peut se cacher. » Elena attend. Elle sent son cœur battre à tout rompre. Gaspard continue, la voix tremblante. « Il y a 15 ans, j'ai fait un serment. J'ai juré de ne jamais me laisser gouverner par les sentiments. J'ai vu ce que l'amour avait fait à mon frère. J'ai vu comment il avait détruit notre famille. Alors j'ai décidé que je ne ferais jamais la même erreur, que je resterais maître de moi-même, que je ne laisserais jamais personne entrer dans mon cœur. » Il s'arrête, cherchant ses mots, puis il reprend plus doucement. « Mais j'ai échoué, parce que vous êtes arrivée, et dès le premier jour j'ai su que vous étiez différente.
Vous ne demandiez rien. Vous ne vous plaignez jamais. Vous étiez digne, silencieuse, forte. Et peu à peu, sans que je m'en rende compte, vous êtes devenue essentielle. Elena écoute, les larmes aux yeux. Elle ne dit rien. Elle le laisse parler. Je vous aime depuis le jour où je vous ai vu rire pour la première fois en lisant un livre dans le jardin. C'était il y a près d'1 an. Vous pensiez être seul. Vous ne saviez pas que je vous regardais depuis la fenêtre de mon bureau. Et ce rire léger, authentique, m'a transpercé. J'ai compris ce jour-là que je vous aimais. Mais j'ai eu peur. Alors j'ai fait ce que je sais faire, j'ai construit des murs. J'ai signé cet acte notarié pour vous protéger, pour vous assurer un avenir même sans moi. J'ai cru que ce serait suffisant, que je pourrais me marier avec une autre, sauver Rosmer et vous laisser partir en paix. Mais je me suis trompé. Il s'approche d'elle lentement, les yeux brillants. Le soir du bal, quand j'ai dit que je ne ressentais rien pour vous, j'ai menti. J'ai menti parce que j'avais peur. Peur de ce que je ressentais. Peur de trahir mon serment. Peur de tout perdre à nouveau. Mais en vous voyant rire dans les bras d'Amaury, j'ai compris que j'avais déjà tout perdu, parce que vous étiez heureuse avec lui, et que je n'avais aucun droit de vous garder prisonnière de mon silence. Elena pleure maintenant, silencieusement. Les larmes coulent sur ses joues, mais elle ne les essuie pas. Gaspard prend ses mains dans les siennes. Je suis désolé. Désolé de vous avoir blessé. Désolé de vous avoir fait croire que vous ne comptiez pas. Vous comptez. Vous comptez plus que Rosmer, plus que mon serment, plus que tout. Et je ne veux plus mentir. Je ne veux plus me cacher. Je veux que vous sachiez la vérité. Je vous aime. Elena le regarde, les yeux rouges, le cœur battant. Puis elle parle enfin, d'une voix tremblante. J'ai eu peur moi aussi. Peur de dépendre à nouveau de quelqu'un. Peur d'être abandonnée. Peur de souffrir comme j'ai souffert quand j'ai tout perdu. Alors je me suis enfermée dans le silence. J'ai accepté d'être invisible, de ne rien attendre, de ne rien espérer. Mais quand j'ai entendu vos mots au bal, j'ai compris que j'espérais encore, que je vous aimais, même si je ne voulais pas me l'avouer. Elle serre ses mains dans les siennes. Et quand j'ai trouvé cet acte notarié, j'ai compris que vous m'aimiez aussi, que vous pensiez à moi, même dans le silence, que vous vouliez me protéger, même si vous ne saviez pas comment. Mais je ne veux plus être protégée. Je veux être vue, je veux être choisie, je veux être aimée, vraiment sans peur, sans calcul. Gaspard la regarde, bouleversé. Je vous choisis. Je vous ai toujours choisi, même quand je croyais le contraire. Elena sourit à travers ses larmes. Alors arrêtez de vous cacher. Arrêtez de mentir. Aimez-moi vraiment. Gaspard s'approche, lentement. Il pose une main sur sa joue, essuie ses larmes du pouce. Puis il l'embrasse. Un baiser profond, silencieux, digne. Un baiser qui dit tout ce qu'ils n'ont pas pu dire pendant 2 ans. Un baiser qui répare, qui libère, qui transforme. Dehors, le vent hurle. La mer gronde. Le phare continue de tourner, projetant sa lumière dans l'obscurité. À l'intérieur de la petite chapelle, tout est calme. 2 âmes brisées se réparent, enfin. Les jours suivants, Gaspard rompt officiellement l'alliance parisienne. Il écrit une lettre à la famille de Beaumont, expliquant qu'il ne peut honorer sa promesse. Il ne donne pas de raison précise. Il dit simplement qu'il a pris une autre décision. La nouvelle fait scandale. Des lettres arrivent de la capitale, menaçantes, glaciales. La famille de Beaumont se sent humiliée. Certains de ses alliés politiques prennent leur distance. Des contrats commerciaux sont annulés. Des promesses d'investissement retirées. Le duc perd des appuis, des relations, des opportunités. Le domaine de Rosmer survivra, mais affaibli. Gaspard accepte ce prix sans regret. Il réorganise les finances avec son intendant. Il réduit le train de vie du manoir, licencie quelques domestiques, renonce à certains projets d'expansion. Il vend quelques terres pour rembourser les créanciers les plus pressants. Il travaille jour et nuit pour maintenir Rosmer debout, mais cette fois, il n'est pas seul. Elena l'accompagne dans chaque décision. Elle n'est plus une invitée silencieuse. Elle est une partenaire. Elle aide à gérer les comptes, à négocier avec les fournisseurs, à organiser les ventes. Elle apporte une perspective nouvelle, pragmatique, efficace. Ensemble, ils reconstruisent, lentement, difficilement, mais ensemble. Un après-midi, Amaury de Lanvaux vient leur rendre visite une dernière fois. Il est sur le point de partir pour une nouvelle garnison plus au sud, près de Nantes. Il entre dans le salon où Elena et Gaspard travaillent côte à côte, penchés sur des registres de comptes. Il lève les yeux en le voyant entrer. « Monsieur de Lanvaux, dit Elena avec un sourire sincère. Quelle surprise. Mademoiselle, Monsieur le Duc, ILS Incline Parliament. Je voulais vous dire au revoir avant de partir. » Elena se lève et s'approche de lui. « Vous partez.
Oui, nouvelle affectation. Je quitte Rosmer dans quelques jours. Je suis désolé de l'apprendre. Vous allez nous manquer. Amaury sourit, sincèrement, vous aussi mademoiselle, mais je suis heureux de vous voir ainsi. Heureuse. C'est tout ce que je voulais. Helena rougit légèrement. Merci, Amaury, pour tout. Pour votre gentillesse, pour votre sincérité. C'était un honneur de vous connaître. Il se tourne vers Gaspard et tend la main. Monsieur le Duc, prenez soin d'elle. Elle Lumerite. Gaspard Sarah S.A. Mainferment. Je le ferai. Vous avez ma parole. Amaury hoche la tête, puis salue une dernière fois et sort. Pas de rancœur, pas de jalousie, juste de la dignité partagée. Helena le regarde partir émue, puis elle retourne s'asseoir à côté de Gaspard. Il prend sa main et la serre doucement. Ils reprennent leur travail, côte à côte, en silence. L'hiver s'installe sur Rosmer. Les jours raccourcissent, le vent devient plus froid. La mer prend une teinte grise presque métallique. Mais à l'intérieur du manoir, une chaleur nouvelle s'impose. Helena et Gaspard partagent désormais le petit déjeuner en parlant vraiment. Ils discutent des projets du domaine, des livres qu'ils lisent, des souvenirs de leur passé. Ils se promènent sur la falaise main dans la main, emmitouflés dans leur manteau, le visage fouetté par le vent. Elle l'aide à trier les archives du domaine, il l'écoute jouer du clavecin le soir dans le petit salon qui donne sur le jardin. Les domestiques sourient discrètement en les voyant passer. Bertrand, l'intendant, dit à qui veut l'entendre que le duc a enfin retrouvé la paix. Madame Leroux, la gouvernante, prépare les repas avec un soin particulier, heureuse de voir le manoir reprendre vie. Même les fournisseurs du port remarquent le changement. Le duc est plus ouvert, plus humain, plus accessible. Un matin de décembre, après le petit déjeuner, Gaspard demande à Helena de rester un instant. Elle le regarde surprise. Il se lève, s'approche d'elle et s'agenouille près de sa chaise. « Helena, dit-il simplement, je veux que ce soit officiel, que tout le monde sache, que vous soyez ma femme, pas mon secret. Voulez-vous m'épouser ?» Helena le regarde, les yeux brillants. Elle pose une main sur sa joue, sourit à travers ses larmes. « Oui, oui, je veux vous épouser. » Gaspard se relève et la prend dans ses bras. Ils restent ainsi enlacés, dans la lumière douce du matin. Dehors, la mer gronde. Dedans, deux âmes brisées se réparent, ensemble. Le mariage a lieu quelques semaines plus tard dans la chapelle du phare, celle où tout a changé. Peu d'invités, mais ceux qui comptent. Le comte de Kervadec est présent, ému. Le baron de Trémazan également. Madame de Locmaria, curieuse comme toujours, observe la scène avec un sourire approbateur. Le curé local bénit leur union d'une voix grave et solennelle. Helena porte une robe simple, couleur ivoire, sans dentelle ni bijoux. Gaspard porte un habit noir sobre. Ils échangent leurs vœux dans le silence de la petite chapelle, leurs voix se mêlant au bruit du vent et de la mer. Quand le curé les déclare mari et femme, Gaspard embrasse Helena doucement, longuement. Les invités applaudissent discrètement. Puis ils sortent tous ensemble sous le ciel gris de décembre et marchent lentement vers le manoir. Le vent souffle fort, mais personne ne s'en plaint. C'est un vent de liberté, un vent de vérité. Quelques mois plus tard, au début du printemps, le grand salon du manoir est silencieux en cette fin d'après-midi. Les bougies ne sont pas encore allumées. La lumière du jour décline doucement, projetant des ombres dorées sur les murs lambrissés. Helena entre seule, portant une robe simple couleur ivoire. Elle s'arrête au centre de la pièce, là où elle avait dansé avec Amaury lors du bal d'automne. Elle ferme les yeux et revoit la scène, la musique, les invités, le regard glacé du duc. Elle revoit ce moment où tout avait basculé, ce moment où elle avait ri, libre, légère, sans savoir que ce rire changerait tout. Elle rouvre les yeux et sourit. Unsurpassable, Saran. Gaspard entre à son tour depuis la porte opposée. Il la regarde en silence, puis traverse lentement le salon pour la rejoindre. Il lui tend la main. Une danse, demande-t-il doucement. Helena rit. Ce même rire léger, lumineux, qui avait tout changé. Mais cette fois, il est là. Il la fait tourner doucement sans musique, juste le bruit du vent dans les fenêtres. Il danse lentement, enlacé, dans le salon vide. « Vous aviez dit ne rien ressentir pour moi, murmure-t-elle avec tendresse. J'ai menti, répond-il simplement. Je sais, dit-elle. Et il continue de danser dans le salon vide, sous la lumière mourante du jour. Dehors, la mer continue son chant éternel. Dedans, deux êtres humains ont enfin trouvé la paix. Pas dans la perfection, mais dans la vérité.